Chapitre 1. Une invitation à Willowcombe Hall. La lettre arriva par une fraîche matinée de début octobre, nichée au milieu d'une pile de publicités et de fines enveloppes brunes adressées de la main anguleuse de la banque de Hastings. Hercule Poirot, assis à sa table de petit déjeuner dans son appartement de Knightsbridge, examina l'enveloppe avec un certain intérêt. Le papier était épais, couleur crème, et exhalait un léger parfum d'eau de rose, désuet, mais néanmoins agréable. L'adresse était rédigée dans un style délibéré, presque artistique. Il prit son ouvre-lettres, une fine lame argentée avec un manche en ivoire, et fendit l'enveloppe avec précaution. « Monsieur Poirot, vous ne me connaissez pas, mais j'espère que mon nom ne vous sera pas totalement inconnu. Je suis Lady Anne Worsley, de Willowcombe Hall, dans le Devonshire. Je vous écris avec le plus grand espoir que vous puissiez nous rejoindre à Willowcombe pour une petite réunion ce week-end. Bien que l'objectif officiel soit purement social, j'avoue avoir un sujet personnel sur lequel j'aimerais connaître votre avis. Un sujet des plus délicats et troublants. J'espère que vous prendrez en considération cette invitation. Cela me procurerait une grande paix intérieure. » Avec impatience, Lady Anne Worsley Poirot le lut 2 fois. Le ton était subtilement pressant sous son vernis distingué, et bien que la nature de l'inquiétude ne fût pas révélée, quelque chose dans la formulation piqua sa curiosité. En face de lui, le capitaine Arthur Hastings leva les yeux du Times, son pain grillé intact et refroidissant à côté de son thé. « On vous demande encore de l'aide » demanda-t-il avec un léger amusement. « Une lettre mystérieuse et un week-end à la campagne. On dirait le début d'un de ces romans que ma femme s'obstine à lire. » Poirot sourit, pliant la lettre avec précision. « Mais oui, Hastings. Et pourtant, il y a quelque chose d'intrigant là-dedans. Lady Anne Worsley. Ce nom, il n'est pas inconnu. Elle fut autrefois Lady Anne Belgrave, la beauté mondaine d'une génération passée. Elle épousa un riche industriel, Gregory Worsley, et se retira de la vie publique. » Hastings réfléchit à cela. « Pourtant, vous n'avez aucune idée de ce qui pose problème. C'est précisément ce qui le rend si attrayant, » dit Poirot en sirotant son chocolat. Willowcombe Hall, niché au cœur d'un bosquet d'ormes centenaires et entouré par la lande vallonnée du Devon, était le genre de domaine qui semblait intemporel. Avec sa façade en pierre recouverte de lierre, ses fenêtres à meneaux et son allée de gravier incurvé bordée de haies taillées, il dégageait une élégance raffinée, à la fois charmante et légèrement inquiétante. Poirot et Hastings arrivèrent en voiture par un samedi après-midi brumeux. Le voyage s'était déroulé paisiblement, trop paisiblement d'après Hastings. « Tout, cela paraît bien trop idyllique, » fit-il remarquer tandis que le chauffeur arrêtait la voiture. « J'imagine que vous serez appelé à enquêter sur une simple brosse à cheveux disparue. » Poirot haussa simplement un sourcil et sortit, ses chaussures crissant proprement sur le gravier. Il était impeccablement vêtu, comme toujours, ses gants impeccables et sa moustache parfaitement cirée. Un majordome en livrée les accueillit à la porte. « Monsieur Poirot, capitaine Hastings. Bienvenue à Willowcombe Hall. Lady Anne vous attend au salon. » Le salon était exactement comme on pouvait s'y attendre. De hauts plafonds, de lourds rideaux, des portraits d'ancêtres sans sourire et le parfum de la lavande et du bois poli. Lady Anne Worsley était assise dans un fauteuil à haut dossier près de la cheminée. C'était une femme délicate d'une 60aine d'années, aux cheveux argentés parfaitement coiffés et aux yeux pétillants d'une intelligence tranquille. Elle se leva pour les accueillir avec une grâce qui évoquait une autre époque. « Monsieur Poirot, capitaine Hastings, vous ne pouvez pas savoir à quel point je vous suis reconnaissant d'avoir accepté mon invitation. »« Tout le plaisir est pour moi, madame, » dit Poirot en s'inclinant légèrement. « Et pourtant, je sens que ce week-end n'est pas seulement un week-end de convivialité. » Elle esquissa un léger sourire mélancolique. « Vous avez raison. Mais je crains de devoir vous demander encore un peu de patience. Voyez-vous, la réunion a déjà commencé et je ne voudrais pas troubler l'ambiance avant que vous ayez eu le temps d'observer la situation par vous-même. » Poirot inclina la tête. « Très bien. Je vais observer. Et j'ai confiance en la vérité. Elle se révélera d'elle-même, comme toujours. »
Les invités de Willowcombe Hall formaient un curieux rassemblement, réunis sous prétexte de célébrer le récent anniversaire de Lady Anne. Parmi eux se trouvait son fils, Julian Worsley, un homme mince et sérieux d'une quarantaine d'années, qui gérait le domaine familial avec une diligence discrète. Son épouse, Clara, était une grande femme anguleuse, au regard pénétrant et au sourire rarement présent. Était également présent l'ami d'enfance de Julian, le docteur Malcolm Rivington, un homme chauve et vif avec une tendance à pontifier, et sa sœur cadette, Violette Rivington, qui portait trop de parfum et parlait toujours d'une voix juste au-dessus du nécessaire. Il y avait mademoiselle Emily Barton, la compagne de Lady Anne depuis de nombreuses années, qui semblait nerveuse dans les meilleurs moments et se montrait particulièrement discrète en présence de Clara. Enfin, il y avait M. Peter Hardley, un notaire londonien en visite, censé examiner les questions de fiducie de la succession, bien que les raisons de son invitation à une fête d'anniversaire aient semblé, à Poirot, quelque peu artificielles. Le week-end commença avec la civilité habituelle, thé à l'orangerie, cartes à la bibliothèque, promenade dans les jardins où les roses d'automne s'accrochaient encore obstinément à la vie. Mais au fond de tout cela, Poirot ressentait un malaise. Le rire de Clara Worsley était trop vif. Emily Barton lançait sans cesse des regards vers Lady Anne avec une pointe de peur. Et Peter Hardley, aussi charmant fût-il, avait l'air d'un homme trop prudent quant à ses tacites paroles. Ce soir-là, au dîner, Lady Anne parla enfin à Poirot en toute confiance. Il s'était retiré dans son bureau privé, une petite pièce lambrissée qui sentait légèrement le cèdre et le tabac. « Il y a eu des incidents, monsieur Poirot, » dit-elle doucement. « Pas vraiment des crimes, pas encore, mais des choses qui perturbent. Ma boîte à bijoux trafiquée, les registres de la maison égarés, quelques mots menaçants, et toujours le sentiment que quelqu'un nous observe. » Des notes menaçantes? Les yeux de Poirot se plissèrent. Elle hocha la tête et sortit une feuille d'un tiroir. C'était écrit en lettres majuscules grossières. « Tu as fait ton temps. D'autres attendent. À 16 heures, ce sera la fin. » « C'est absurde, bien sûr, » ajouta-t-elle avec un rire nerveux. « Sauf que je ne me sens plus en sécurité en buvant mon thé. » Poirot examina la lettre avec intérêt. Elle est anonyme, vague, mais pas sans intention. Le 16 heures. Ça fait référence à l'heure du thé, n'est-ce pas? Lady Anne hocha la tête. Tous les après-midi, je prends le thé à 4 heures précises. C'est un rituel que j'observe depuis 40 ans. Mais maintenant, elle s'est arrêtée. Poirot se leva lentement. « Madame, je comprends. Et je resterai. J'observerai. Et nous verrons si celui qui écrit de telles menaces a l'audace de les mettre à exécution. » Ce soir-là, alors que les invités se retiraient dans leur chambre et que la maison tombait dans un silence interrompu seulement par le tic-tac occasionnel d'une vieille horloge de grand-père, Poirot se tenait à sa fenêtre et regardait le parc éclairé par la lune de Willowcombe Hall. Il y avait quelque chose dans l'air, quelque chose d'enroulé et d'attendant. Et demain, à 4 heures précises, la vérité commencerait à apparaître. Chapitre 2. La mort dans le salon. Le lendemain matin commença sous un épais brouillard du Devonshire, qui s'enroulait contre les vitraux de Willowcombe Hall et étouffait les bruits de la vie éveillée. Poirot, toujours matinal, descendit prendre son petit déjeuner à 8h30 précises. Il portait un costume gris et une cravate couleur tourterelle, ses moustaches impeccables, ses chaussures déjà cirées comme un miroir. Hastings était déjà à la table du petit déjeuner, dévorant avec contentement une tranche de pain grillé et un œuf à la coque. « Calme comme un tombeau ce matin, » remarqua-t-il joyeusement. « Si c'est ça, là, vie à la campagne, je pourrais m'y habituer. » Poirot haussa un sourcil. « Tu trouves le calme agréable, mon ami. Moi, je le trouve déconcertant, comme si la maison elle-même retenait son souffle. » Avant qu'Hastings puisse répondre, la porte s'ouvrit et Clara Worsley entra, vêtue avec sa sévérité habituelle. Son regard se porta sur la chaise vide en bout de table.
Maman n'est pas encore descendue ? Demanda-t-elle d'un ton parfaitement neutre. Non, dit Julian Worsley, entré derrière elle, une tasse de café noir à la main. C'est bizarre, vraiment. Elle arrive généralement la première dans la salle à manger. La ponctualité est sa religion. Peut-être qu'elle ne se sent pas bien, proposa Clara, mais sans réelle inquiétude dans la voix. Poirot ne dit rien. Il remarqua le majordome, Denham, un peu trop immobile près du buffet. Sa bouche était pincée, et il observait l'escalier par la porte ouverte. « Denham, dit doucement Poirot, pourriez-vous vous renseigner sur Lady Anne ? Ça ne lui ressemble pas de manquer le petit déjeuner. » Le majordome hésita. « Oui, monsieur. Je m'en occupe immédiatement. » Il disparut. Quelques instants passèrent dans un silence tendu, puis vint un bruit, un halètement aigu, suivi d'un bruit de pas précipités et de la voix de Denham, étranglée par la panique. « Lady Anne, au salon. Qu'on aille chercher le docteur Rivington. » Les invités se levèrent d'un bond. Poirot arriva le premier. Lady Anne Worsley était affalée sur la chaise longue près de la cheminée du salon, les yeux mi-clos, la bouche légèrement entr'ouverte. Une tasse de thé reposait sur le tapis à côté d'elle, renversée sur le côté. Le fond de la tasse avait taché le bord du tapis perçant d'une douce teinte ambrée. Poirot s'agenouilla près d'elle. « Elle a encore chaud, » murmura-t-il en posant doucement 2 doigts sur son cou. « Mais à peine. Son pouls est faible, très faible. » Le docteur Rivington se fraya un chemin et s'agenouilla immédiatement à côté de Poirot. Il procéda à un examen rapide de ses mains expertes et secoua la tête d'un air sombre. « Elle a été empoisonnée, » dit-il sans détour, « à l'opium ou quelque chose de proche. Peut-être du laudanum à forte dose. Sa respiration est superficielle, ses pupilles sont contractées. »« Elle allait bien hier soir, » dit Julian stupéfait. « Elle a pris son thé à 4 heures, comme toujours. » Le regard de Poirot se porta sur le buffet voisin, où se trouvait un plateau à thé en argent. La théière était encore à moitié pleine. 3 tasses étaient disposées, une intacte, une à moitié pleine, et une avec du rouge à lèvres sur le bord. Celle de Lady Anne, sans doute. « Quelqu'un d'autre a pris du thé ce matin ?» demanda sèchement Poirot. « Non, » répondit Violette Rivington en tremblant près de la porte. « Elle prend toujours son thé en privé ici. C'est un rituel. Personne ne se joint à elle sans y être invité. » Poirot se tourna vers Denham, qui se tenait dans l'embrasure de la porte, pâle mais serein. « Vous avez préparé le thé, monsieur ? » ?»« Oui, monsieur. Comme toujours. Je l'ai apporté à 4h moins 10, comme indiqué. Lady Anne m'a congédié après avoir posé le plateau. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Et les tasses ? Tu en as disposé 3 ? Oui, monsieur. Elle invite parfois mademoiselle Barton ou mademoiselle Rivington à s'asseoir avec elle. Je n'ai pas remis cela en question. » Le regard de Poirot parcourut la pièce. Une légère odeur de bergamote persistait, le parfum caractéristique du Earl Grey. Mais sous-jacente, il percevait quelque chose de plus amer, une trace de produit chimique. « Docteur Rivington, » dit Poirot, « il faut la mettre au lit et la garder sous stricte observation. Vous devez faire votre possible, mais je crois qu'il faut appeler la police. » Julian tressaillit. « La police ?» Poirot se tourna vers lui, l'air grave. « Ce n'était pas un accident, monsieur, et sauf erreur grave, quelqu'un dans cette maison a tenté d'assassiner Lady Anne. La police locale arrive peu après 11 heures. » L'inspecteur Willoughby était un homme pragmatique et direct, au visage buriné et à la perplexité sincère face à tout ce que faisait Poirot. « Vous pensez que quelqu'un dans cette maison l'a empoisonné ? » demanda-t-il, visiblement sceptique. « Mais il n'y a aucune trace de lutte. Pas d'effraction. La maison est fermée à clé. »« Exactement, » répondit Poirot. « C'est ce qu'on appelle, dans les romans policiers, un cercle vicieux. Chaque personne dans cette maison avait à la fois l'occasion et, comme nous le découvrirons sans doute, le mobile. » L'inspecteur soupira. « Très bien. On va commencer par les tasses à thé. Elles seront envoyées au laboratoire d'Exeter. En attendant, j'aurai besoin des déclarations de chacun. » Poirot hocha la tête, mais ses yeux scrutaient déjà la maison. Non pas les meubles ni l'agencement, mais les gens, leurs mouvements.
leurs regards. Mademoiselle Barton sanglotait doucement sur une chaise près de la fenêtre. Clara se tenait près de la cheminée, les bras croisés, l'air indéchiffrable. Peter Hardley s'appuyait contre la porte, le front plissé. Le docteur Rivington donnait des ordres à une infirmière arrivée du village, et Violette Rivington faisait les 100 pas, nerveuse. Poirot s'adressa à Hastings à voix basse. « Observez-les attentivement, mon ami. Quelque chose cloche dans cette pièce. »« Tu crois que c'était l'un d'eux » murmura Hastings. Les moustaches de Poirot frémirent. « Je pense que oui. Mais il ne suffit pas de savoir qui a eu sa chance. Je dois savoir qui a eu la volonté. » Dans l'après-midi, Lady Anne avait repris connaissance, à peine. Elle était faible, son élocution était pâteuse, mais son esprit était encore. Vif Poirot lui rendit visite dans sa chambre, assis à côté d'elle sur une chaise ancienne. « Vous aviez raison de vous inquiéter, madame, » dit-il doucement. « Vous souvenez-vous de ce moment qui a précédé votre perte de connaissance ?» Elle hocha légèrement la tête. Le thé amer. Pas comme d'habitude. J'ai trouvé ça bizarre. Et puis, il tournait. Avez-vous invité quelqu'un à vous rejoindre ? Non. Mais j'avais dit à mademoiselle Barton ce matin-là que sa compagnie me plairait peut-être. Peut-être pensait-elle. Elle s'interrompit, grimaçant. Poirot hocha la tête. Merci. Reposez-vous maintenant. Je vais découvrir qui a fait ça. Alors qu'il sortait dans le couloir, il fut accueilli par Denham. « Monsieur, » dit doucement le majordome, « je ne veux pas exagérer, mais je crois avoir vu mademoiselle Rivington entrer dans le salon vers 15h50 hier. Je n'y ai prêté aucune attention sur le moment. » Poirot haussa les sourcils. « Et tu n'en as parlé à personne ?» Je n'étais pas sûr que ça signifiait quelque chose. Mais elle était seule. Poirot l'a rangée. Un geste, un faux pas, et un pas de plus vers la vérité. Ce soir-là, la maisonnée se rassembla pour un dîner tendu, même si peu de personnes mangèrent beaucoup. Poirot resta assis en silence, son regard passant d'un visage à l'autre, observant les gestes, percevant le fond de chaque mot. La tempête se préparait. Quelqu'un avait essayé de tuer Lady Anne, et il pourrait faire bien réessayer. Chapitre 3. Les observateurs dans la salle. Le lendemain matin, Willowcombe Hall avait pris l'atmosphère d'un lieu assiégé. Le brouillard s'était dissipé, mais à sa place persistait quelque chose de plus pesant. Un silence, seulement rompu par l'écho occasionnel de pas sur la pierre, ou le tintement de la porcelaine dans la salle à manger. La conversation était devenue hésitante, figée, comme si chaque mot pouvait être pesé, mesuré et utilisé comme preuve. Poirot était assis dans la bibliothèque, entouré d'imposantes étagères et d'une cheminée en pierre où crépitait faiblement la flamme. Il ne lisait pas. Son regard était fixé sur un petit carnet ouvert sur la table devant lui. Une seule page comportait 5 colonnes. Nom, alibi, mobile, accès, secret. Hastings entra, tasse de thé à la main, et s'installa dans le fauteuil d'en face en soupirant. « Cet endroit a changé du jour au lendemain. Vous auriez dû voir le regard de Juliane sur sa femme ce matin, comme si elle allait glisser quelque chose dans sa marmelade. » Poirot tapota légèrement le carnet. « Et peut-être qu'elle le pourrait, mon ami. La confiance est un luxe ici, et personne n'en est riche. Croyez-vous vraiment que le poison était destiné à la tuer sur le champ ?» demanda Hastings. « Serait-ce une erreur ? Juste pour l'effrayer. » Poirot réfléchit à cela. La dose était presque fatale. Si le docteur Rivington était arrivé quelques minutes plus tard, elle n'aurait peut-être pas survécu. Non, Hastings, c'était destiné à tuer, et elle a été administrée avec la plus anglaise des armes, une tasse de thé. Il joignit soigneusement les mains. Examinons ce que nous savons. Lady Anne n'a bu qu'une seule tasse. Le thé était préparé comme d'habitude. Denham jure qu'il n'y a pas touché après avoir préparé le plateau. Personne d'autre dans la maison n'avoue être entré dans la pièce avant 16 heures. Mais le majordome a vu Violette Rivington entrer juste avant cela, a souligné Hastings. Oui, à 15h50 d'après ses souvenirs. Elle prétend n'être jamais entrée,
avoir simplement passé devant en se rendant à l'orangerie. Une contradiction. Denham pourrait-il mentir? Peut-être. Ou peut-être se trompe-t-il. Mais je le soupçonne d'être plus vigilant qu'il n'y paraît. Il sert les Worsley depuis 30 ans. Il connaît le rythme de cette maison, et ses ombres. Poirot se leva. Allons, Hastings, faisons ce qui doit être fait maintenant. Parlons à chacun des membres de la maisonnée, et voyons ce qui se révèle, non pas dans ce qu'ils disent, mais dans la manière dont ils le disent. Entretien 1. Clara Worsley. Clara était assise dans le petit salon, un mince roman non ouvert sur ses genoux. Elle ne se leva pas à l'entrée de Poirot, mais ses yeux le suivirent attentivement. « Vous êtes ici pour me contre-interroger, monsieur Poirot ?» dit-elle froidement. « Je suis ici pour comprendre, » répondit Poirot en s'inclinant légèrement. « Dites-moi, vous et Lady Anne, êtes-vous proches ?» Les lèvres de Clara se contractèrent. Aussi proches que peuvent l'être une belle fille et une belle-mère dans une maison de campagne anglaise. C'est-à-dire, pas du tout. Elle est exigeante, dit Clara après une pause, et fière. Elle n'a pas renoncé au contrôle de cette maison ni du domaine, pas vraiment. Mon mari gère le domaine, mais chaque décision est toujours examinée, commentée. C'est épuisant. Mais pas une raison pour s'empoisonner? Elle plissa les yeux. Je ne suis pas une meurtrière, monsieur Poirot. Pourtant, vous connaissiez la lettre, la menace. Clara parut surprise. Comment? Lady Anne s'est confiée à moi. Elle craignait que quelqu'un dans cette maison lui veuille du mal, quelqu'un en qui elle avait autrefois confiance. Clara se détourna. Elle est devenue paranoïaque ces derniers mois, en parlant d'héritage, de mort, comme si elle s'y attendait. Poirot dit doucement. Et toi? Clara ne répondit pas. Entretien 2. Dr Malcolm Rivington. Le médecin était assis dans le bureau, parcourant les notes concernant le rétablissement de Lady Anne, avec une petite trousse médicale reliée en cuir à ses côtés. « Elle se repose encore, » dit-il à l'entrée de Poirot. « Son pouls est plus stable. Je pense qu'elle va se rétablir, à moins d'une seconde tentative. »« Tu crois que quelqu'un va réessayer ?» Rivington eut un petit rire sans humour. « Ne le feriez-vous pas à leur place? La tentative a déjà eu lieu. Si le mobile était suffisamment désespéré pour empoisonner, un échec ne les fera pas hésiter. Vous parlez comme si c'était inévitable. » Il se pencha en avant. Lady Anne est démodée, mais elle détient le pouvoir. Sa volonté est son épée, et elle devait la changer, pour déshériter quelqu'un peut-être, ou en récompenser un autre. Si quelqu'un savait ce qu'elle avait prévu, est-ce qu'elle te l'a dit? Non. Mais elle a vaguement parlé de mettre les choses en ordre. Ça crée toujours des problèmes dans les vieilles familles. Poirot hocha la tête. Et ta sœur? Violette. On l'a vue près du salon juste avant 16 heures. Rivington se raidit. C'est absurde. Elle était avec moi dans la véranda. Es-tu sûr? Je suis son frère. Elle me le dirait si elle était entrée. Poirot haussa les sourcils. Mais vous ne dites pas qu'elle n'a pas. Le médecin n'a rien dit. Interview 3. Miss Violette Rivington. Violette, comme toujours, sentait légèrement le jasmin et la tension. Elle était assise dans la véranda, les doigts noués sur ses genoux. « J'ai déjà prévenu l'inspecteur, » dit-elle d'une voix légèrement tremblante. « Je suis passée devant le salon, mais je n'y suis pas entrée. Je me dirigeais vers l'orangerie. » Poirot hocha lentement la tête. « Un itinéraire bien particulier, mademoiselle. De l'aile ouest à l'escalier sud, en passant par le hall principal, puis par le salon, au lieu d'emprunter le passage de service. Je ne pensais pas à l'itinéraire. Tu pensais au thé? » Elle leva les yeux brusquement. Poirot se pencha en avant. Tu connaissais l'heure. Tu connaissais l'habitude. Si tu mettais quelque chose dans cette théière. Je ne l'ai pas fait, s'exclama-t-elle. Je ne le ferai jamais. J'aimais Lady Anne comme une tante. Je le jure. Ma tante, répéta doucement Poirot. Pourtant vous ne faites pas partie de la famille. Non, mais elle m'a toujours traité avec tant de gentillesse. Et sa voix tremblait. Oui, elle m'a promis un jour de m'aider, financièrement. J'ai eu des difficultés, des dettes, mais je ne lui ferai jamais de mal. Jamais.
Poirot hocha la tête, mais ses yeux se posaient déjà sur ses gants posés sur le rebord de la fenêtre, sur la légère tache jaune au bout d'un doigt. Entretien 4. Peter Hardley. Peter Hardley était calme, trop calme selon Poirot. Il se tenait dans la galerie examinant un portrait de Gregory Worsley, le défunt mari de Lady Anne. Vous vous demandez ce que fait un avocat londonien au milieu d'une affaire d'empoisonnement, dit-il sans se retourner. Vous avez été invité sous un prétexte, répondit Poirot. Lady Anne a dit que vous étiez ici pour des raisons de confiance. Peter haussa les épaules. En vérité, elle m'a demandé de venir en privé, pour la conseiller sur un Nouveau Testament. Elle prévoyait de le modifier la semaine prochaine. Le regard de Poirot s'aiguisa. Pour favoriser qui? Je ne peux pas le dire. Elle n'avait rien signé, mais elle envisageait un changement radical, ce qui pourrait déplaire à quelqu'un. Peter se tourna vers lui. Plusieurs personnes. Clara, Juliane, même mademoiselle Barton. Quand il s'agit d'argent, monsieur Poirot, les sentiments s'évaporent comme la rosée du matin. Poirot sourit faiblement. Vous parlez avec l'amertume de l'expérience. Peter haussa de nouveau les épaules. J'ai vu pire. Poirot se tourna pour partir. Oui, murmura-t-il, et peut-être même pire. Ce soir-là, alors que la maison se préparait une fois de plus pour le coucher, Poirot retourna à la bibliothèque et ferma son carnet. 5 suspects, 5 motifs enchevêtrés, et un seul fil conducteur, le thé à 4 heures. La réponse était proche. Il la sentait, comme une pression derrière une vitre. Quelque chose attendait de se fissurer, et demain, il trouverait la fissure. Chapitre 4. Un puzzle en porcelaine. Le lendemain matin, une pluie fine s'abattit sur les pelouses de Willowcombe Hall et laissa de la rosée sur les rebords des fenêtres. À l'intérieur de la grande demeure, l'atmosphère était fragile, telle de la porcelaine sous tension. Hercule Poirot était assis dans le salon, la pièce même où Lady Anne avait failli mourir, fixant le service à thé avec un intérêt méticuleux. La pièce avait été rangée depuis l'incident. Le tapis persan avait été frotté. Le plateau à thé avait été récupéré et lavé. Mais Poirot avait demandé que rien ne soit déplacé trop loin. Il tenait la tasse de thé dans ses mains gantées et la tournait lentement. C'était de la porcelaine tendre, un élément d'un service Wedgwood vintage aux détails bleus et blancs, délicat, coûteux et raffiné. 3 coupes posées, murmura-t-il. Une pour Lady Anne, une intacte, une retirée. Mais qui a bu dans la seconde? Il se leva et arpenta la pièce. Ou peut-être, qui était censé à? Le poison était bien présent dans le pot. Le docteur Rivington en était certain. Le rapport de laboratoire, rédigé à la hâte sur l'insistance de Poirot, était revenu le matin même. Des traces de laudanum en forte concentration avaient été détectées dans le reste du thé. Une quantité suffisante pour tuer une femme âgée en quelques minutes. Quelqu'un avait introduit le poison avant que le thé a été versé. Non pas dans la tasse, mais dans le pot lui-même. C'était astucieux. Cela permettait de nier. Cela suggérait une planification. Et ce n'était pas, pensait Poirot, le fait que quelqu'un paniquait. Hastings le trouva là quelques minutes plus tard, et fut surpris de voir Poirot parler à voix haute pour lui-même. « Tu sais, mon vieux, dit-il, tu pourrais effrayer le personnel en faisant les 100 pas et en marmonnant comme ça. À quoi penses-tu » Poirot fit un geste vers la table. « Je pense, Hastings, au thé. Mais pas au sens britannique du terme, pas à la chaleur et à la politesse. Je le considère comme l'arme du crime. Et je me demande, que nous apprend-il ? Le tueur a utilisé quelque chose en quoi Lady Anne avait confiance, a déclaré Hastings. Oui. Et quelque chose de chronométré. Le poison a été placé avant. Le thé était servi. La tueuse devait donc être certaine d'être la seule à le boire. Que personne d'autre ne l'interromprait. Risqué à moins qu'il savait, sa routine, a ajouté Hastings. Je savais qu'elle le boirait seule. Poirot hocha lentement la tête. Et pourtant,
3 tasses étaient apposées. Pourquoi? Hastings parut perplexe. Une habitude? Peut-être, mais je ne le pense pas. Je pense que quelqu'un d'autre était attendu, ou voulait paraître comme tel. C'est une mise en scène, Hastings, et quelqu'un a mal calculé. Fin de matinée. Une visite chez la gouvernante Poirot traversa le couloir des domestiques, étroit, austère, éclairé par de hautes fenêtres, et frappa à la porte de Madame Grange, la gouvernante. C'était une femme robuste d'une 50aine d'années, à la mâchoire carrée et au regard perçant. Elle travaillait à Willowcombe depuis 20 ans, et de son propre aveu, connaissait chaque recoin de cette maison et la plupart des choses qui s'y étaient dites. « Madame Grange », dit Poirot en prenant la chaise qu'on lui offrait dans son salon bien rangé. « Puis-je vous demander quelque chose à propos de la porcelaine ?» Elle haussa un sourcil. « De la Chine, monsieur. Le service à thé, celui utilisé pour le thé de 4 heures de Lady Anne. Qui le manipule? Qui le lave? Moi seul, monsieur. Lady Anne est très exigeante. Elle n'aime pas que les valets de pied s'agitent avec ses plus belles pièces. Je lave et sèche chacune d'elles à la main. Et où est-il conservé? Dans l'armoire fermée à clé de l'office. J'ai une clé. Denham l'autre. » Poirot hocha la tête. « Et la théière est-elle parfois laissée dehors? Quelqu'un pourrait-il y avoir accès quelques heures avant le thé? » Madame Grange réfléchit. « Parfois, j'apporte le plateau à l'arrière-cuisine plus tôt que prévu si j'ai des courses à faire. J'imagine que n'importe qui pourrait soulever le couvercle et y déposer quelque chose. Mais ça ne passerait pas inaperçu. »« Non, » répondit Poirot d'un ton doux. « Parce que tout le monde ici est trop poli pour être indiscret. » Elle émit un petit rire surpris. « Pas dans cette maison, monsieur. Poli en apparence, peut-être, mais beaucoup de regards attentifs. » Poirot se leva. « Merci, madame. C'est ce que j'espérais entendre. » Midi. Les secrets de Miss Barton. Il trouva mademoiselle Emily Barton dans le salon des roses, assise près de la fenêtre, une tasse tremblante de Darjeeling faible. Ses mains tremblaient légèrement et son châle était remonté jusqu'à son cou, malgré la douce chaleur de la pièce. « Je ne peux pas vous aider, » dit-elle aussitôt. « J'ai tout dit à la police. Je ne sais pas qui pourrait faire du mal à Lady Anne. Elle est tout pour moi. » Poirot s'assit doucement dans le fauteuil d'en face. « Pardonnez-moi, mademoiselle, mais je me demande si c'est tout à fait vrai. Vous vivez dans cette maison depuis 17 ans, n'est-ce pas? » « Oui, je suis venu après la mort de ma sœur. Lady Anne a été gentille avec moi. » « Et ces derniers temps, sa gentillesse a-t-elle diminué? » Les yeux d'Émilie vacillèrent. Elle a changé. Elle est devenue méfiante. Elle s'est renfermée. Elle a renvoyé 2 domestiques le mois dernier. Elle a renvoyé son avocat en pleine visite. Elle m'a même empêché de lire ses lettres à voix haute, ce que je fais depuis des années. Poirot pencha la tête. « Tu crois qu'elle avait peur? » Je pense qu'elle croyait que quelqu'un dans la maison attendait sa mort. Et l'était-il? Émilie hésita. « Je ne sais pas. Mais je dois dire une chose. Elle devait rencontrer M. Hardley le soir même. Elle a dit que c'était urgent, une affaire concernant sa succession. »« Ah » murmura Poirot. « Et t'a-t-elle dit qui elle comptait rayer de son testament ?» La tasse d'Émilie tremblait. Elle n'a rien dit. Juste que quelqu'un serait déçu. Après-midi, une révélation de Denham Poirot retourna à la bibliothèque dans l'après-midi, où Denham, le majordome, polissait le candélabre en argent. « Denham, » dit Poirot, « je dois vous redemander le jour de l'empoisonnement. Étiez-vous dans le hall quand le thé a été servi? »« Oui, monsieur. J'ai apporté le plateau à 15h50 précise. Je l'ai laissé sur la table basse et je suis retourné au garde-manger. »« Et tu n'as vu personne? » ?»« Personne n'est entré avant mon départ, j'en suis sûr. Mais après, j'ai entendu quelqu'un dans le salon vers 16h. J'ai supposé que Lady Anne avait préparé son thé. » Poirot se pencha en avant. « Et si je vous disais que mademoiselle Rivington a été vue à l'extérieur de la pièce à ce moment-là ?» Denham hésita. « Je ne serais pas surpris. »« Pourquoi ?» Le majordome avait un visage impassible. « Elle est anxieuse ces derniers temps. Toujours à s'attarder, à écouter.
Un jour, je l'ai trouvée dans le couloir du garde-manger. Elle m'a dit qu'elle était perdue. Mais elle vient ici depuis toute petite. Elle connaît le chemin. » Poirot hocha la tête. « Et vous n'en avez jamais parlé à Lady Anne ?»« Oui, monsieur. La semaine dernière. » Les yeux de Poirot brillèrent. « Et qu'a-t-elle dit ?»« Elle m'a dit « Merci, Denham, je ne l'oublierai pas. » Soirée, un rassemblement de filles. Ce soir-là, Poirot se promenait seul dans les jardins. Le ciel s'était éclairci, laissant place à un crépuscule d'automne frais. Les allées de pierre luisaient sous la pluie qui s'estompait, et l'air embaumait une légère odeur de terre humide et de lavande. Il s'arrêta près du cadran solaire et regarda la maison. Ses fenêtres s'allumèrent une à mesure que le dîner approchait. Le schéma était presque établi. Les motivations étaient trop nombreuses. Clara, pleine de ressentiment et de ressentiment. Violette, désespérée et effrayée. Le docteur Rivington, trop protecteur. Hardley détenant un secret. Émilie tremblante d'une connaissance qu'elle n'osait pas exprimer. Mais une chose est ressortie, la deuxième tasse. Quelqu'un d'autre s'était préparé à boire du thé cet après-midi-là. Cela signifiait qu'il ne s'attendait pas à ce que le thé soit empoisonné, ou du moins qu'il s'y attendait, et qu'il avait changé d'avis à la dernière seconde. Lequel était-ce, et qui parmi eux avait été le plus proche de frôler la mort par accident? Celui-là, pensa Poirot, serait celui qui ne savait rien. Il se retourna et entra. Le thé avait été empoisonné. La théière avait été trafiquée. Mais peut-être, juste peut-être, la mauvaise personne avait pris la coupe empoisonnée. Chapitre 5. La coupe qui n'attendait personne. Le dîner de ce soir-là fut une étude de suspicion civilisée. La longue table à manger de Willowcombe Hall, polie à la perfection et éclairée par 2 candélabres, supportait le poids de l'argenterie fine et l'attention. Les chaises craquaient tandis que les invités se penchaient pour parler, puis se reculaient pour se retirer. On entendait des rires, soigneusement mesurés, des conversations, d'une fadeur flagrante. Seul Poirot semblait insensible à l'atmosphère tendue. Il dînait avec sa grâce méticuleuse habituelle, coupant ses aliments en bouchées précises, s'essuyant le coin de la bouche avec sa serviette après chaque plat. En face de lui était assise Violette Rivington, pâle et visiblement épuisée. Au bout de la table, Julian Worsley tentait de combler le silence par des remarques sur les réparations des locataires et la récolte. Clara touchait à peine à son repas. Peter Hardley, toujours aussi courtois, sirotait son Bordeaux avec un plaisir lent. Emily Barton n'émettait qu'un murmure d'approbation occasionnel. Le regard de Poirot passa d'un visage à l'autre, puis se posa sur la théière en argent posée cérémonieusement sur un buffet. Il remarqua, comme Hastings à côté de lui, que personne n'avait demandé de thé. C'est Hastings qui a finalement rompu le silence. « Est-ce qu'on sait déjà qui était destinée la 2e tasse de thé ?» demanda-t-il, avec désinvolture, bien que toutes les têtes se tournèrent vers Poirot. Peter Hardley eut un petit rire. « Cela fait sûrement partie du service habituel. Une habitude, pas une intention. »« Ah, monsieur, » dit doucement Poirot. « Et pourtant, l'habitude est une chose curieuse. Elle révèle plus qu'elle ne cache. » Il posa sa fourchette. « Dites-moi, est-ce que quelqu'un ici prend régulièrement le thé avec Lady Anne à 4 heures ?» Un silence, long et gênant. Puis Emily Barton s'éclaircit la gorge. « Parfois, oui. Les jours calmes, quand elle ne consulte pas son courrier. Elle m'a invité une fois, dit rapidement Violette, l'année dernière. Jamais, dit Clara d'une voix saccadée. Cette heure est sacrée pour elle. Elle l'appelle sa solitude. Alors il est curieux, dit doucement Poirot, que le jour même de son empoisonnement, 3 coupes aient été posées. Pas une, pas 2, mais 3. Après le dîner, Poirot demanda à inspecter à nouveau le garde-manger du majordome. Denham le conduisit par les 3 passages à côté de la cuisine jusqu'à une petite pièce faiblement éclairée qui sentait vaguement la cire d'abeille et l'amidon. Des étagères bordaient les murs, remplies de cirage, de carafes, de serviettes supplémentaires et de plateaux en argent. Contre le mur du fond se trouvait le vaisselier verrouillé. « Puis-je » fit Poirot en faisant un geste. « Bien sûr, monsieur. »
répondit Denham en l'ouvrant avec une clé en laiton sur sa chaîne. À l'intérieur, le service Wedgwood bleu et blanc brillait sous l'ampoule faible au plafond. Poirot examina attentivement l'ensemble. « Il manque encore une tasse ?» demanda-t-il. « Oui. La police a emmené celui de Lady Anne pour des analyses. Il sera bientôt rendu. » Poirot hocha la tête. « Mais dites-moi, une tasse a-t-elle été cassée récemment ? Remplacée ?» Denham cligna des yeux. « Il y a un mois. Une femme de ménage en a laissé tomber un dans l'arrière-cuisine. Nous en avons fait venir un de remplacement chez un antiquaire d'Exeter, arrivé la semaine dernière. Et c'était identique ?» Denham parut légèrement offensé. « Indiscernable. Même motif, même style de poignée, même marque, mais pas la même chosage. »« Monsieur, » dit doucement Poirot, « et l'âge, comme les mobiles, laisse des traces. » Il brandit une soucoupe et l'inclina vers la lumière. Là, une différence à peine perceptible dans l'émaillage, un craquelé plus fin sous la surface. « Une tasse de remplacement, » murmura-t-il, « et peut-être une tasse de substitution. » Plus tard dans la nuit, une réflexion de minuit. De retour dans sa chambre d'amis, Poirot était assis au petit bureau, réfléchissant. Les détails s'alignaient comme des pièces d'échecs sur un échiquier, même si la fin de partie restait obscure. Il y avait 2 cibles probables pour le thé, Lady Anne et quelqu'un d'autre. Quelqu'un le tueur attendu boirait. La tasse supplémentaire n'était pas une erreur. C'était un piège. Mais pour qui ? Il passe à nouveau en revue les suspects, murmurant chaque nom dans sa barbe. Clara Worsley, amère, marginalisée, mais calme et fière, susceptible d'agir seulement si elle croyait que Lady Anne se dressait entre elle et le contrôle. Julian Worsley, dévoué, doux, distrait. Un fils peut être trop intimidé pour être empoisonné, à moins que sa femme ne l'influence. Violette Rivington, désespérée, endettée, vue près du salon, refuse d'entrer. Mais la tasse de thé, était-ce la sienne ? Dr Malcolm Rivington, protecteur envers sa sœur, peut-être pour la protéger. Mais un médecin choisirait-il une telle méthode ? Du laudanum dans du thé nature ? Pierre Ardley, calme, opportuniste, connaissance de la volonté, mais son bénéfice n'est pas clair. Emily Barton, dévouée, timide, et pourtant le plus proche de Lady Anne, connaîtrait ses habitudes, connaîtrait ses coupes. Les yeux de Poirot se posèrent sur l'horloge, juste après minuit, et le tueur marchait toujours librement. Tôt le matin, une révélation dans la roseraie. Le lendemain matin, Poirot se leva avant l'aube et marcha seul dans les allées humides de la roseraie. Il y trouva Emily Barton, assise sur un banc de pierre, un châle serré autour de ses épaules, les yeux gonflés par les larmes, ou un mauvais sommeil. « Je ne t'ai pas entendu approcher, » dit-elle doucement alors qu'il s'approchait. « C'est toujours ainsi, mademoiselle, quand on est plongé dans ses pensées, » dit Poirot. « Vous semblez accablé. »« C'est vrai, » murmura-t-elle. « Tout s'écroule, la maison, la famille. Je pensais que si je restais silencieuse, tout se calmerait tout seul. Mais ce n'est pas le cas. » Poirot s'assit à côté d'elle. « Et qu'est-ce qui n'a pas guéri, précisément ?» Émilie détourna le regard. « Vous devez me prendre pour une lâche. Mais Lady Anne, elle s'est trop confiée à moi. Elle m'a parlé de son projet de réécrire son testament, de se débarrasser complètement de Julian. Elle croyait que Clara le poussait à vendre le domaine à une société immobilière catastrophique. »« Ah !» dit Poirot, et elle craignait que Clara ne passe à l'acte. « Oui. Mais elle craignait aussi Violette. En effet, elle a dit avoir un jour proposé à Violette une avance sur son héritage pour l'aider à se sortir d'un problème de jeu. Mais elle a ensuite appris que la jeune fille avait menti sur ses dettes, qu'elle prévoyait de partir et de vivre à l'étranger. Anne s'est sentie trahie. Elle a dit qu'elle la laisserait partir. » Le regard de Poirot s'aiguisa. « Et elle ne l'a jamais fait ? » ?»« Pas à temps. » Il resta silencieux un moment. « Vous savez, »
dit-il doucement. Je crois que le poison n'était peut-être pas destiné à Lady Anne. Émilie se retourna, surprise. Quoi? Alors? Je crois que la mauvaise personne a bu le thé, ou plutôt que quelqu'un était censé le boire. Avec son. Sa bouche s'ouvrit. Tu veux dire? Quelqu'un a planté le décor. Quelqu'un a servi le thé pour deux. Quelqu'un a espéré que les 2 tasses seraient déconsommées. Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent. Et puis, quelqu'un d'autre a failli mourir aussi. Non, mademoiselle, personne n'a bu, par choix ou par accident. Mais Lady Anne, elle, si, seule. Et à qui penses-tu que l'autre tasse était destinée? Poirot se leva. C'est ce que j'ai l'intention de découvrir aujourd'hui, dit-il. Chapitre 6. La deuxième coupe. L'orage a éclaté juste avant midi. Pas un orage ni une pluie torrentielle, même si le ciel au-dessus de Willowcombe Hall était gris et maussade, mais une confrontation. Des vérités discrètes révélées sous la pression, des voix s'élevant juste au-dessus de la civilité, et des yeux un peu trop brillants de peur. Et au centre de tout cela se tenait Hercule Poirot. Le salon, de nouveau théâtre d'une tension feutrée, accueillait ses suspects. À l'invitation de Poirot, et alors que Lady Anne se remettait dans sa chambre sous la surveillance attentive du docteur Rivington, les invités étaient revenus sur les lieux du crime. Ils se tenaient en petits groupes, évitant tout contact visuel. Clara près de la fenêtre, les bras croisés, Juliane près de la cheminée, effleurant les peluches invisibles de sa manchette. Violette Rivington, assise nerveusement au bord d'un canapé. Emily Barton, tordant un mouchoir. Peter Hardley, nonchalamment appuyé contre le bureau. Et Hastings, assis près d'une petite table d'appoint, griffonnant tranquillement dans son carnet. Poirot se tenait au centre du tapis, entre la table à thé et la chaise longue, où Lady Anne s'était effondrée quelques jours plus tôt. Ses mains étaient légèrement jointes devant lui, son expression indéchiffrable. Il a commencé, comme toujours, par une question qui semblait d'une simplicité trompeuse. « Qui, demanda-t-il doucement, était censé boire dans la deuxième coupe ?» Personne n'a répondu. 3 tasses furent disposées cet après-midi-là. Mais Lady Anne but seule. La première tasse était la sienne. La deuxième resta intacte. La troisième fut retirée avant l'arrivée de quiconque, peut-être même avant que Denham ne pose le plateau. Juliane fronça les sourcils. Retirée? Mais pourquoi? C'est précisément la question, dit Poirot en se tournant légèrement vers lui. Pourquoi préparer 3 coupes si Lady Anne avait prévu de boire seule? Pourquoi pas une? Ou 2? Violette Rivington s'agita. Elle pondait toujours 3 œufs. C'était son habitude. Non, mademoiselle, dit sèchement Poirot. Ce n'était pas le cas. C'était délibéré. Ce jour-là, quelqu'un était invité. Ou, du moins, quelqu'un croyait l'être. Il s'avança vers la table à thé où un plateau réplique avait été disposé. La même porcelaine, le même emplacement. Tout cela à la demande de Poirot. « Regardez bien, dit-il en leur faisant signe de se rassembler. C'est ici que commence la supercherie. Une coupe, celle empoisonnée, a été bue. Une autre est restée intacte. Mais qu'en est-il de la troisième? Où est-elle passée? Qui l'a emportée? » Il marqua une pause. « Je crois que c'était destiné à Violette Rivington. » Tous les regards se tournèrent vers elle. Ses lèvres s'ouvrirent de surprise. « Moi? Mais... » « On vous a vu près du salon avant 16 heures, dit Poirot. Vous avez prétendu être passé par là. Mais le récit de Denham dit le contraire. Il vous a vu rôder, peut-être même entrer. Je n'ai pas... Et pourtant, Lady Anne elle-même, lorsque je l'ai interrogée, m'a dit qu'elle avait envisagé de vous inviter cet après-midi-là, pour vous parler en privé, peut-être pour vous offrir son pardon, ou peut-être pour vous confronter. Il pencha la tête. Mais le poison ne vous était pas destiné, mademoiselle Violette. Non, c'est là le rebondissement de cette histoire. C'était vous, toi, qui étiez censé empoisonner son. Un halètement parcourut la pièce. Les yeux de Violette s'écarquillèrent. Quoi? C'est absurde. Poirot leva le doigt. Vous avez cru être invité à prendre le thé.
Vous êtes arrivé en avance. Vous êtes entré dans la pièce. Vous avez vu le plateau et la troisième tasse. Vous avez cru que c'était pour vous. Et pourtant, vous n'avez pas bu. Pourquoi ? Vous avez changé d'avis. Ou plus probablement, quelqu'un vous a prévenu. Quelqu'un vous a dit que Lady Anne était contrariée, que la réunion serait désagréable. Alors vous avez quitté la pièce. Violette regarda son frère, impuissante. Le visage du docteur Rivington était devenu pâle. « Je lui ai dit-il doucement, qu'elle ne devait pas tenter le diable, que Lady Anne pourrait l'accuser. Je lui ai dit qu'elle ferait mieux d'éviter toute confrontation. » Poirot hocha la tête. « Et voilà, la troisième tasse, intacte, car l'invité n'est jamais revenu. Le thé avait déjà été servi, le plan avait déjà commencé. Il s'est retourné, mais le poison n'était pas dans les coupes. Il était dans ce pot. » Une autre pause, c'est là toute la splendeur et la tragédie du plan. Celui qui a trafiqué le thé croyait que Lady Anne et Violette boiraient ensemble. 2 tasses, 2 victimes, une histoire de malheur partagé. Un tragique accident, peut-être. La voix de Clara résonna, soudain glaciale. Et si Violette n'avait pas décliné, elle serait morte aussi. Les yeux de Poirot rencontrèrent les siens. « Oui, madame. C'est ce qui rend la situation si cruelle. » Il se tourna alors lentement vers Peter Hardley. « Et pourtant, dit Poirot, une personne dans cette pièce savait exactement ce qui était prévu, parce qu'il a aidé à préparer la scène. » Peter cligna des yeux. « Mais qu'est-ce que tu insinues ? Vous avez conseillé Lady Anne sur la rédaction de son testament. Vous saviez qui en bénéficierait et qui en serait perdant. Et je crois que vous en avez parlé à quelqu'un d'autre. » Peter se redressa. « Tu m'accuses de trahison. »« Non, monsieur. Je vous accuse de pire encore. Le silence. Vous saviez à qui on écrivait ? Dehors du testament. Et vous n'avez rien dit, non pas pour protéger Lady Anne, mais parce que cela vous était bénéfique. » Julian s'avança, le visage sombre. « Tu dis qu'il allait hériter ? » ?»« Non, » répondit Poirot, « mais le Nouveau Testament l'aurait placé comme exécuteur et gardien des fiducies de la succession. Un poste lucratif. Peter semblait sur le point de protester, mais il ne l'a pas fait. Poirot se tourna de nouveau, cette fois vers Clara. « Et vous, madame ? Vous aviez un mobile. Vous et votre mari deviez être déshérités. La succession serait confiée à une fondation. La maison serait vendue. Il ne vous resterait qu'une somme symbolique. Une insulte, disiez-vous, à vos efforts ici. » Clara le regarda fixement, immobile. « Et pourtant, dit doucement Poirot, tu n'es pas idiot. Tu savais que la violence n'attirerait que les soupçons. » Il passe devant elle, vers Emily Barton. « Et vous, mademoiselle, vous saviez tout. Et pourtant il n'a rien dit. Pourquoi ? » « J'avais peur, murmura-t-elle. Peur de détruire la famille. » Poirot hocha doucement la tête. « Et ainsi vous avez détruit la vérité. » Il retourna au centre du tapis, les mains désormais croisées derrière le dos. Mais ce n'est pas Clara qui a empoisonné le thé. Ni Peter, ni même Violette. Non. Il se tourna lentement. C'était Dr. Rivington. Un silence plus profond que n'importe quel cri s'installa dans la pièce. Malcolm Rivington tressaillit, puis se redressa, le visage durci. « Tu ne peux pas le prouver. »« Mais je peux, » dit Poirot. « Tu étais la seule personne à avoir accédé au laudanum. Vous avez prétendu vous être précipité aux côtés de Lady Anne dès son évanouissement. Et pourtant vous étiez déjà tout près, trop près, presque en attente. Je suis médecin. J'étais inquiet. Vous étiez trop préoccupé. Vous avez rapidement écarté l'empoisonnement, comme si vous saviez les symptômes. Tu as essayé d'attirer l'attention sur Clara. Tu as dit à Violette de ne pas aller au thé, même si tu as prétendu qu'elle n'en avait aucune idée. » La voix de Poirot devint plus calme. « Tu voulais la protéger. Non pas de la honte, mais de la mort. » Le visage de Malcolm s'est décomposé. « Elle allait être ruinée, dit-il. Lady Anne avait promis son aide, puis l'avait annulée. Violette était désespérée. J'ai supplié Anne de reconsidérer sa décision. Elle a refusé.
Elle a dit que Violette était un risque. Il se tourna lentement, presque d'un ton suppliant, vers Violette. Je ne voulais pas qu'elle meure. Je voulais juste qu'Anne disparaisse. Poirot ferma les yeux. Ah. Et voilà comment ça se passe. Le moment où la protection se transforme en poison. Lorsque l'inspecteur Willoughby entra, appelé plus tôt par la note de Poirot, le docteur Rivington n'opposa aucune résistance. Violette pleurait en silence tandis que son frère était emmené. Peter Hardley fixait le feu. Clara resta assise, très immobile. Et Poirot? Il tendit une fois de plus la main vers la tasse de thé intacte sur le plateau. La coupe qui attendait Violette Rivington. La tasse qui raconte l'histoire d'un crime qui a failli devenir une tragédie à deux. Chapitre 7. Dans le sillage du poison. Lady Anne Worsley s'est réveillée le 7e matin depuis sa mort imminente avec un étrange sentiment de finalité. L'air de sa chambre embaumait l'huile de lin et les roses tardives du jardin en contrebas. Elle ouvrit les yeux pour admirer la lumière automnale filtrée à travers les rideaux de dentelle, le genre de lumière matinale à laquelle elle avait toujours fait confiance. Mais la confiance était, elle le savait maintenant, un luxe délicat et surfait. À côté de son lit était assis Hercule Poirot, droit dans un fauteuil en brocart, lisant un livre de poésie anglaise qui ne l'intéressait manifestement pas. « Tu es toujours là, dit-elle d'une voix rauque. Il referma le livre avec précaution. « Mais bien sûr, madame, je reste jusqu'à la tombée du rideau. La représentation cependant est presque terminée. » Elle cligna des yeux. Était-ce comme je le craignais? Pire encore, dit doucement Poirot. C'était un frère qui a tenté de tuer pour sa sœur, et une sœur qui a failli boire jusqu'à sa mort. Les yeux de Lady Anne se fermèrent. Pauvre Violette. Le regard de Poirot la soutint. Ne la plaignez pas trop tôt, madame. Elle a survécu. Et un jour, elle pourra peut-être commencer à vivre honnêtement, même si je n'en parierais pas gros. Et Malcolm, murmura-t-elle. Il sera inculpé. Les autorités montent leur dossier. Le poison, du laudanum provenant de sa trousse de médecin verrouillée, correspond exactement à l'analyse chimique. Ses empreintes digitales sont sur le flacon. Elle resta silencieuse un moment. Puis, je lui faisais confiance. Poirot hocha la tête. Oui, c'était ton erreur. En bas, Willowcombe Hall était en pleine transformation. Le personnel se déplaçait plus rapidement. Denham, le majordome, avait repris ses gestes précis, même si ces gestes avaient perdu leur élégance d'antan. Le cuisinier ne ronronnait plus en cuisine. Une certaine lourdeur s'était installée dans la maison, comme du goudron s'infiltrant dans un vieux plancher. À la table du petit déjeuner, les autres convives dînaient avec une retenue maladroite. Clara Worsley sirotait son café sans faire de commentaires. Julian lisait le journal sans tourner les pages. Emily Barton s'essuyait les yeux, comme si des larmes coulaient encore dans l'ombre. Il ne manquait que Violette. « Où est mademoiselle Rivington ?» demanda Hastings en regardant autour de lui. « Elle est partie tôt, » murmura Julian. « Elle n'a pas dit où elle allait. Elle a juste fait ses bagages et a demandé à Denham de commander une voiture. » Clara a ajouté « Nous ne l'avons pas arrêtée. » Poirot hocha la tête. Peut-être est-elle allée voir son avocat, ou peut-être a-t-elle simplement fui les lieux de sa propre mort. Cet après-midi-là, Poirot et Hastings se promenèrent dans les jardins. Les roses, si soigneusement entretenues, commençaient à brunir. Une brise bruissait à travers les haies, un souffle glacial. « Je n'ai toujours pas tout compris, » dit Hastings. « Le médecin a tout planifié pour elle? Pourquoi ne pas simplement plaider sa cause à nouveau? Ou trouver une autre solution? » Poirot le regarda avec bienveillance. « Ah, mon ami, comme ton cœur est simple. » Hastings sourit d'un air penaud. « Je préfère que ce soit comme ça. » Poirot s'arrêta près du cadran solaire. « Considérons la psychologie. Malcolm Rivington voyait sa sœur sombrer, émotionnellement, socialement et financièrement. Elle croulait sous les dettes, orgueilleuse, trop fière pour travailler, trop intelligente pour se contenter de ses biens. Il craignait qu'elle ne tombe en disgrâce, ou pire. Alors il pensait qu'il tuerait Lady Anne. Il pensait, dit Poirot,
qu'il le ferait mettre fin à l'obstacle. Il croyait qu'Anne n'aiderait plus jamais Violette. Et il croyait qu'après sa mort, elle pourrait laisser son argent, ou du moins le silence pour le dissimuler. Hastings fronça les sourcils. Mais comment savait-il pour le thé? Poirot reprit sa marche. Voilà l'essentiel. Le thé de Lady Anne à 4 heures était un rituel connu seulement de ses proches. Malcolm, en tant que médecin de famille, lui rendait souvent visite. Il avait été présent au moins 2 fois lorsqu'elle avait accueilli Violette au salon. Il savait que c'était un moment de relâchement, un moment de paix. Et les tasses? Ah, quelle intelligence! Dit Poirot avec admiration et regret. Il a empoisonné le pot, mais il s'attendait à la présence de Violette. Il supposait dans sa nervosité qu'elle boirait la première pour éviter de paraître impolie. Lady Anne suivrait. 2 morts. Tragique coïncidence. Mais Violette ne buvait pas. Non, répondit Poirot en plissant légèrement les yeux, parce que son frère l'avait mise en garde. Je crois qu'au dernier moment, il a changé d'avis, non pas sur le crime, mais sur OMS, il devait mourir. Il voulait seulement que Lady Anne disparaisse. Mais il avait déjà tendu le piège. Hastings expira. La 2e coupe fut la ruine. Poirot sourit. C'est toujours le détail, la contradiction singulière et négligée, une 3e tasse posée là où un seul invité était attendu. Ce soir-là, Poirot rendit une nouvelle visite à Lady Anne. Elle était assise, emmitouflée dans un châle, pâle mais alerte. « Vous m'avez sauvé la vie, monsieur Poirot, » dit-elle. « Non, madame. Je l'ai conservé. À vous de voir s'il a bien vécu. » Elle lui adressa un sourire fictif. « Je me demande, est-ce que tu vas encore me conseiller ?» Il pencha la tête. « Je souhaite terminer le Nouveau Testament. Mais cette fois, pas par vengeance, par clarté. » Poirot hocha la tête. « Je vous propose un nom, mademoiselle Emily Barton. » « Emily ? Elle a été à vos côtés toutes ces années. Elle n'a aucun droit. Elle ne cherchera pas votre fortune. Mais elle protégera votre mémoire. » Lady Anne baissa les yeux sur ses mains. « Alors, elle aura Willowcombe Hall. » Poirot s'inclina légèrement. « Alors, madame, peut-être que la justice aura sa note de bas de page. » Poirot et Hastings quittèrent Willowcombe le lendemain matin. Le ciel était enfin dégagé et l'air sentait légèrement la fumée de bois. Alors que la voiture s'éloignait dans l'allée de gravier, Hastings se tourna vers son ami. « Tu sais, dit-il, je ne boirai plus jamais de thé à 4 heures. » Poirot gloussa. « Alors, mon ami, le meurtrier a déjà gagné. » Il jeta un coup d'œil à la maison. La façade en pierre, les hautes cheminées, les ombres derrière les rideaux. Pourtant, même dans une maison bâtie sur la civilité, murmura-t-il, le meurtre peut se produire. Et il suffit d'une seule tasse pour faire pencher la balance. Chapitre 8. Le murmure dans le couloir Poirot n'avait pas l'intention de retourner à Willowcombe Hall. Après l'arrestation du docteur Rivington et le départ hésitant de Violette, un silence de mort sembla s'installer dans la maison. Le testament de Lady Anne fut réécrit, discrètement et avec la prudence requise. Poirot et Hastings rentrèrent à Londres, et Poirot reprit ses habitudes, taillait sa moustache, arrangeait ses orchidées et savourait sa tisane matinale à 8h30 précise. Et pourtant, quelque chose le piquait au fond de son esprit. Un murmure, un détail, une légère irrégularité. Et puis, un après-midi, 4 jours après avoir quitté le Devon, une lettre est arrivée, écrite d'une petite écriture serrée sur du papier fin. « Monsieur Poirot, pardonnez-moi de vous écrire à nouveau, mais j'ai des raisons de croire que votre enquête a omis quelque chose. Il y a autre chose. Quelque chose que j'ai entendu ce soir-là dans le couloir, après le thé. Je n'ose pas parler à Lady Anne, mais je crois que le danger n'est pas encore écarté. S'il te plaît, reviens. Je ne supporte pas le silence. Bien à vous dans la foi, Emily. Barton. Retour à Willowcombe ? Demanda Hastings en grognant, levant les yeux de ses œufs brouillés. Vous n'êtes pas sérieux. On a résolu l'affaire. Non, mon ami, dit doucement Poirot. Nous avons fermé l'affaire.
Mais l'avons-nous résolu? C'est ce que nous devons maintenant déterminer. Il retourna la lettre. Emily Barton n'est pas une femme encline aux gestes théâtraux. Si elle réécrit, ce sera pour une raison. Hastings soupira. Eh bien, ce n'est pas comme si nos journées étaient particulièrement chargées. Et ainsi, en fin d'après-midi, ils étaient à nouveau dans un train à destination du Devon, la campagne défilant dans un flou de vert et d'or, le soleil plongeant paresseusement vers l'horizon. Ils arrivèrent juste après le crépuscule. Denham les accueillit à la porte avec sa formalité habituelle, même si Poirot remarqua une certaine tension dans sa posture. « Mademoiselle Barton est au salon, » dit-il doucement. « Elle attend tout l'après-midi. » « Et Lady Anne ?»« Au repos. Elle se fatigue vite maintenant. » Poirot hocha la tête. « Alors, conduis-nous voir Mademoiselle Barton. » Émilie s'assit près de la cheminée éteinte, serrant si fort un mouchoir que la dentelle s'était déchirée dans un coin. Elle se leva lorsqu'ils entrèrent. « Oh, monsieur Poirot, je suis vraiment désolé de vous déranger à nouveau. »« Pas besoin de vous excuser, mademoiselle, » dit-il en la faisant doucement regagner sa chaise. « Dites-moi, qu'avez-vous entendu ?» Elle hésita, son regard se fixant sur la porte fermée. « C'était la veille de ton départ. Dans le couloir devant ma chambre, j'ai entendu des murmures, 2 voix. J'ai d'abord cru que c'était Claiborne, mais ensuite j'ai entendu Clara. » Le regard de Poirot s'aiguisa. « Clara Worsley ?» Émilie hocha la tête. « Et Peter Hardley. » Il parlait à voix basse, de quelque chose qu'il n'avait pas prévu qu'il arrive. Elle a dit « Tu étais censé le prévenir, ne pas laisser les choses aller aussi loin. » Et il a dit « C'est trop tard maintenant. On doit laisser les choses s'éteindre. » Poirot échangea un regard avec Hastings. « Je pensais qu'il parlait d'empoisonnement, » poursuivit Émilie. « Mais après votre conclusion, je n'ai rien dit. » Et pourtant, elle s'est arrêtée. Poirot se pencha en avant. « Et pourtant, quelque chose cloche. » Émilie murmura. « Je pense que le docteur Rivington n'a peut-être pas agi seul. » Le lendemain matin, Poirot demanda à parler à Peter Hardley. Ils se retrouvèrent sur le chemin de gravier, juste après le verger, où les arbres se courbaient comme des vieillards et laissaient tomber leurs dernières pommes dans l'herbe tendre. Peter, comme toujours, était impeccablement vêtu, sa canne un peu trop cirée, son expression un peu trop contenue. « Je me demandais quand tu reviendrais, » dit-il avec un sourire crispé. Poirot haussa un sourcil. « Ah, vous n'êtes donc pas si surpris. Lady Anne est une femme têtue. Je ne pensais pas que tu parviendrais à la convaincre de modifier son testament. Mais tu y es parvenu. Et maintenant, elle a écrit Émilie. C'est assez poétique, en fait. » « Pas poétique, monsieur. Logique. Celui qui n'a ni demandé ni attendu de récompense est souvent celui qui la mérite le plus. » Le sourire de Peter s'estompa. « C'est pour ça que tu es là ? Pour philosopher ?» La voix de Poirot resta légère. « Non, je suis ici à cause d'un murmure, une conversation entendue. » Les épaules de Peter se raidirent. « Quelle conversation ?»« Dans le couloir, » dit doucement Poirot. « Vous et Madame Clara. La veille de notre départ, Hastings et moi, vous avez parlé d'avertir quelqu'un, de quelque chose qui aurait pu aller trop loin. » Le regard de Peter se durcit. Elle était bouleversée. Le choc de l'arrestation, le scandale. Elle se défoulait. Je lui ai dit de ne pas trop réfléchir. Mais vous n'avez pas nié la conversation. Non, je ne te laisserai pas le déformer. Poirot le regarda tranquillement. Je ne tords pas, monsieur. Je démêle. Cet après-midi-là, Poirot trouva Clara Worsley à la bibliothèque. Debout à la fenêtre, les bras croisés, elle regardait la pluie danser légèrement sur la vitre. « Tu es de retour, » dit-elle sans se retourner. « Je m'y attendais. » « Pourquoi ? » « Parce que rien dans cette maison n'est jamais aussi simple qu'elle le prétend. » Poirot entra. « Vous et Peter Hardley, vous étiez en conversation ce soir-là. » Elle se tourna vers lui, l'air indéchiffrable. « C'est vrai. Et si Emily Barton écoute aux portes en ce moment, ça te dit tout ce que tu as besoin de savoir sur cette maison. Et de quoi parliez-vous, madame ?
Elle hésita. De regret, de ce que nous n'avons pas fait. Il pencha la tête. Nous savions tous les deux que quelque chose n'allait pas avec Malcolm, poursuivit-elle. Sa façon de rôder, la pression qu'il exerçait sur Violette. Il avait un côté possessif, discret mais puissant. Peter avait dit qu'il lui parlerait, qu'il le préviendrait d'arrêter. Les yeux de Poirot se plissèrent. Et lui? La voix de Clara s'adoucit. Non, il est arrivé trop tard. Ou alors il a choisi de ne pas le faire. Parce que le résultat lui convenait? Clara cligna des yeux. Je ne parlerai pas des motivations de Peter, seulement les miennes. Je voulais qu'Anne se retire, oui, mais je ne l'ai jamais voulu. Mort. Je ne l'ai peut-être pas aimée, mais elle ne méritait pas ça. Poirot réfléchit. Alors vous n'avez pas conspiré? Non, mais j'étais complice, en silence. Cette nuit-là, Poirot se tenait de nouveau dans le salon, seul. Il regarda le plateau de thé, la cheminée, le fantôme d'un après-midi presque oublié, et puis il dit à haute voix, dans le vide, « Le crime était unique, mais la culpabilité? La culpabilité a de multiples visages. » Il sortit son carnet de son manteau et le tourna jusqu'à la dernière page. Conclusion. Le docteur Malcolm Rivington a empoisonné le thé. Il a agi sous la pression de la honte familiale. Mais d'autres le savaient. D'autres regardaient. D'autres restaient silencieux, laissant le poison infuser. Il a fermé le livre. Poirot ne croyait pas à une justice parfaite, seulement à une compréhension précise. Et maintenant, il comprenait. Chapitre 9. Ombre sur le mur du jardin. Le lendemain de la nouvelle enquête de Poirot sur la conversation chuchotée entre Clara et Peter Hardley, Willowcombe Hall se sentit à nouveau changé, non pas par des tempêtes ou un scandale, mais dans le sens plus calme et plus subtil qui se produit lorsque tout le monde commence à observer tout le monde. Une tension invisible régnait sous le tintement des tasses de thé et le froissement des journaux. Le personnel évoluait d'un pas hésitant. Les pas résonnaient plus lourdement dans les couloirs, et les conversations, si elles avaient lieu, ne se déroulaient plus portes ouvertes. Dans le jardin, la plupart des rosiers avaient perdu leurs pétales, laissant derrière eux des tiges épineuses et des feuilles fanées. Un jardinier agenouillé au pied du muret arrachait les mauvaises herbes d'un geste lent et posé. Poirot l'observa depuis le chemin de pierre pendant quelques instants avant de parler. « Monsieur Rawle, n'est-ce pas ?» L'homme sursauta légèrement, puis se releva. Il était nerveux, avec des bottes boueuses, une casquette verte et un visage durablement hâlé par des années de travail en plein air. « Oui, monsieur. »« Monsieur Rawle, jardinier en chef. Puis-je vous aider ?» Poirot hocha légèrement la tête. « Pardonnez-moi cette intrusion. Je m'intéresse aux événements du jour où Lady Anne est tombée malade. Vous travaillez cet après-midi-là. Comme d'habitude, monsieur. À 16 heures, je suis généralement près du mur sud. Je taille les haies d'if. Alors vous avez une vue sur les fenêtres latérales du salon ? » Raoul hocha la tête. « Clair comme du verre, si vous me permettez l'expression. » Poirot se pencha légèrement en avant. « Avez-vous vu quelqu'un entrer ou sortir du salon entre 15h45 et 16h15 » Raoul fronça les sourcils. « Maintenant que tu en parles. »« Oui. J'ai vu M. Hardley. J'ai trouvé ça bizarre aussi. »« Un père ? Eh bien, il est sorti par la porte principale, comme s'il était entré, puis il a contourné le mur du jardin et est revenu à l'entrée ouest. Il n'a pas fait signe de la main. Il avait l'air préoccupé. » Poirot plissa les yeux. « Et combien de temps avant le tumulte ? » 10 minutes, plus ou moins. Poirot resta silencieux pendant un moment. « Merci, monsieur Raoul. Vous avez été d'une aide précieuse, plus que vous ne le pensez. » De retour au salon, Hastings trouva Poirot en train de faire les 100 pas. C'était remarquable en soi. Poirot ne faisait pas les 100 pas. Il positionnait. « Qu'est-ce qu'il y a encore ?» demanda Hastings. « Tu as encore ce regard. » Poirot ne s'arrêta pas. Le jardinier a vu Peter Hardley sortir du salon quelques minutes avant que Lady Anne ne s'effondre.
Peut-être qu'il prenait de ses nouvelles. Non, il prétend n'avoir eu aucune relation privée avec Lady Anne, qu'il était là uniquement pour la conseiller sur des projets de loi. Alors que faisait-il à l'intérieur? Les moustaches de Poirot frémirent. C'est précisément là la question, Hastings. Plus tard dans la journée, une visite à la salle des archives Poirot demanda l'accès à la salle d'archives de Lady Anne, une pièce au plafond haut au 2e étage, remplie de volumes reliés en cuir, de classeurs et d'un vieux bureau en chêne qui sentait l'huile de lavande et la poussière. Il n'était pas intéressé par les livres. Il s'intéressait au papier à écrire. Dans un tiroir sous le bureau, Poirot le trouva. Le papier à lettres personnelles de Lady Anne, de couleur crème avec un W en relief en or, et en dessous, du papier plus fin, non marqué, légèrement froissé. Poirot sortit une feuille et la tint à la lumière. Une légère empreinte le traversait en diagonale, les dernières traces d'une phrase autrefois écrite et depuis supprimée. Il prit un crayon doux et ombra légèrement la surface. Lentement, les mots ont émergé. S'il m'arrive quelque chose, regarde la 3e coupe. Poirot retint son souffle. Pas le 2e, le 3e. Il rassembla les preuves dans un petit dossier et retourna au salon, où Lady Anne se reposait avec Emily Barton lisant à côté d'elle. « Madame, dit Poirot, pardonnez-moi de vous interrompre. » Lady Anne lui fit un faible geste pour l'inviter à s'asseoir. « Vous avez trouvé quelque chose ?»« Oui, quelque chose d'extraordinaire. Puis-je vous demander, avez-vous écrit un mot récemment, puis l'avez-vous brûlé ou détruit ?» Ses yeux clignèrent. « Peut-être. J'avais peur de devenir paranoïaque. » Il plaça le papier ombré devant elle. Elle fixa les mots, puis poussa un long soupir tremblant. « Je l'ai écrit 2 jours avant l'empoisonnement, » murmura-t-elle. « J'avais commencé à douter de tout le monde. » Pourquoi mentionner la 3e tasse? Parce que cette tasse ne provenait pas du service original. Poirot se pencha en avant. « Tu as remarqué la différence ?» Une fine fissure sur le manche. J'ai pensé que Madame Grange avait peut-être fait une erreur. Alors j'ai demandé à Denham. Il m'a dit qu'ils avaient dû en remplacer un récemment. Et ça vous concernait? Lady Anne hocha la tête. Parce que seuls Denham et Clara avaient accès au cabinet à cette époque. Poirot resta très immobile. Et Peter Hardley? Non, dit-elle lentement. Il n'aurait pas dû y avoir accès. Poirot a immédiatement recherché Madame Grange. La gouvernante polissait l'argenterie dans le garde-manger latéral, mais elle se redressa en entrant. « Madame, dit Poirot avec une autorité tranquille, lorsque la tasse Wedgwood a été cassée et qu'on a commandé une pièce de rechange, qui s'est occupé de l'arrivée du colis ?» Madame Grange réfléchit. « C'était il y a 2 vendredis. J'étais en congé ce matin-là. Monsieur Hardley est arrivé tôt pour discuter du testament. Il a signé pour une livraison depuis Exeter. Et puis, je crois qu'il a dit qu'il laisserait la boîte dans l'office. Quand je suis revenu plus tard, la nouvelle tasse était déjà dans le placard. » Les yeux de Poirot brillèrent. « Alors, madame, nous devons considérer que monsieur Hardley avait accès après tout. » Ce soir-là, Poirot convoqua Lady Anne, Clara, Emily Barton, Julian et Hastings pour une réunion discrète. Peter Hardley n'en fut pas informé. « Je vous demande, » dit doucement Poirot, « d'écouter et de ne pas parler jusqu'à ce que j'ai fini. » La pièce tomba dans un silence plein d'expectative. Nous pensions que l'empoisonneur était le docteur Rivington, et il a bel et bien introduit du laudanum dans la théière, mais il n'avait rien planifié. C'était un pion, poussé à agir par quelqu'un qui le manipulait subtilement et comprenait son désir de protection envers Violette. Il se tourna lentement vers Lady Anne. « La 3e coupe, madame. » C'était la clé. Elle a été remplacée 1 semaine avant l'empoisonnement. Elle contenait le poison plus que n'importe quel récipient. Elle contenait l'intention. Il a soulevé une photographie, une image agrandie de la base de la tasse, et a pointé du doigt une légère tache sur le dessous. Un résidu de cire incrustée, pas celui d'une bougie, mais celui d'un produit d'étanchéité, utilisé, je crois, pour masquer une fissure capillaire. La coupelle de remplacement était défectueuse.
et je soupçonne qu'elle n'était pas censée être remarquée. Julian fronça les sourcils. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie, monsieur, dit doucement Poirot, que Peter Hardley a interverti les tasses. Il a profité de la livraison. Il a lui-même introduit la pièce défectueuse dans le meuble. Emily Barton murmura. « Mais pourquoi ?» La voix de Poirot s'éteignit. « Parce qu'il avait besoin d'un symbole. Un marqueur, une tasse qu'il savait être choisi par Denham, placé sur le plateau, et que le docteur Rivington ne soupçonnerait pas. Le thé empoisonné était sans discernement. Mais la tasse, qui avait été choisie pour Lady Anne. Lady Anne resta assise dans un silence stupéfait. Il savait qu'elle remarquait tout, ajouta Poirot, y compris la porcelaine, et elle l'a fait. Ils ont trouvé Peter Hardley le lendemain matin, en train de préparer tranquillement son sac. Il n'a pas nié les détails, il n'a pas dit grand-chose. Mais lorsqu'on lui a finalement demandé pourquoi il avait encouragé le docteur Rivington, sa réponse a été froide et simple. « Parce que j'étais fatigué d'attendre, en attendant que Lady Anne modifie son testament, en attendant le respect, en attendant un titre, une fortune, un héritage. Il était exécuteur testamentaire, et l'attente avait été trop longue. » Chapitre 10. L'homme qui a attendu trop longtemps. Peter Hardley avait l'expression d'un homme qui s'attendait depuis longtemps à être découvert, non pas à la manière d'un imprudent ou d'un idiot, mais avec le calcul las de quelqu'un qui croyait avoir gagné le droit de gagner, et à défaut, le droit d'en vouloir. Il n'a pas bronché lorsque l'inspecteur Willoughby est arrivé à Willowcombe Hall le lendemain matin, et il n'a pas non plus protesté lorsqu'on lui a dit qu'il serait emmené pour être interrogé. Il a simplement dit « Si j'avais su que vous reviendriez, monsieur Poirot, j'aurais peut-être programmé les choses différemment. » La réponse de Poirot fut sèche. « Et si vous aviez été moins arrogant, monsieur, peut-être n'auriez-vous pas sous-estimé le pouvoir de la troisième coupe. » Après l'arrestation d'Hardley, la vérité sur la conspiration s'est révélée comme l'acte final d'une pièce de théâtre, chaque acteur étant obligé de reconnaître le rôle qu'il avait joué, consciemment ou non. Lady Anne, bien qu'encore en convalescence, convoqua Poirot dans son salon pour une conversation privée. « J'avais confiance en Peter, » dit-elle d'une voix faible mais posée. « Il était notre avocat depuis des années. Grégory avait une très bonne opinion de lui. Je me fiais à ses conseils. » Poirot était assis à côté d'elle, les doigts croisés. « Et pourtant, madame, il considérait votre confiance comme une faiblesse. Il craignait vos décisions. Votre indépendance. » Elle sourit faiblement. « C'est ça qui les effrayait, Poirot? Que j'étais encore forte? » »« Oui, madame. Que vous teniez toujours la plume. Que l'encre de votre Nouveau Testament n'était pas encore sèche. » Elle regarda par la fenêtre, la lumière d'automne se projetant sur sa joue. « J'aurais dû le signer plus tôt. »« Tu aurais dû suivre ton instinct, » dit doucement Poirot. « Mais c'est le fardeau des prudents. » Ils attendent d'être en sécurité. Ce soir-là, Poirot et Hastings étaient assis dans le salon, le feu crépitant doucement, l'air lourd d'un calme qui semblait mérité. Hastings remua son verre. « Tu sais, Poirot, je n'arrête pas de penser à ce qui aurait pu se passer si Violette avait pris ce thé. » Poirot hocha la tête. Cela aurait été une double tragédie. 2 morts, l'une réelle, l'autre opportunément programmée. Un bouclier pour le véritable coupable. Et Pierre aurait échappé aux soupçons. En effet, il a élaboré le plan avec élégance. Une manipulation subtile, aucune empreinte digitale sur la théière, aucune signature sur le crime, juste l'idée de semer les bonnes idées. Hastings se renversa en arrière, le regard fixé sur le feu. « Et Malcolm Rivington ?» Les moustaches de Poirot frémirent légèrement. Et il était à la fois coupable et exploité. Son désir de protéger sa sœur l'aveuglait. Il ne voyait aucune issue, seulement l'élimination. Mais il n'avait pas le courage d'agir seul. Et ainsi Peter Hardley devint son facilitateur. Exactement. Il a vu une opportunité. Il a alimenté la peur. Il a encouragé le crime tout en s'assurant qu'il servirait ses propres intérêts. Hastings poussa un long soupir. « C'est un peu exagéré, non ?
Quand on y pense, deux hommes instruits, l'un médecin, l'autre notaire, prêts à assassiner une vieille femme pour une succession. La voix de Poirot était calme, presque triste. Un meurtre est rarement une question de violence, Hastings. C'est une question de ressentiment, du moment où la patience se transforme en amertume. Et les deux hommes, ils attendaient depuis trop longtemps. Le testament réécrit, Lady Anne a finalisé son nouveau testament cette semaine-là. Il a été signé par 2 membres du personnel et déposé en lieu sûr auprès du magistrat local. Son legs à Emily Barton a été confirmé. Willowcombe Hall, ses jardins et une modeste fiducie pour son entretien. À Clara et Julian, elle laissa une partie des investissements du domaine, de quoi vivre confortablement mais sans luxe. C'était un geste de réconciliation plus que de générosité. À Violet Rivington, elle n'a rien laissé. Non par dépit, mais en reconnaissance de ce qui avait failli arriver. À elle, dit doucement Lady Anne à Poirot, je laisse la liberté de recommencer, sans attente, sans illusion. Poirot s'inclina simplement. Les testaments ne l'intéressaient pas, seulement la vérité qu'il tentait si souvent de dissimuler. La conversation finale. Lors de leur dernière nuit à Willowcombe, Poirot et Emily Barton se sont rencontrés dans la petite salle de lecture que Lady Anne utilisait rarement désormais. Emily portait un cardigan doux couleur lavande et tenait une petite tasse de thé à la camomille, ses mains enfin stables. « Tu avais raison surtout, dit-elle, même sur moi. » Poirot haussa un sourcil. « À propos de vous, mademoiselle, j'ai vu plus que je ne l'ai admis. J'ai gardé le silence alors que j'aurais dû parler. » Poirot se pencha en avant. C'est difficile de trahir son foyer. Ce n'était pas chez elle, dit Émilie doucement. Pas vraiment. Pas après la mort de Grégory. Lady Anne est devenue différente. Et je me disais que c'était juste du chagrin. Mais elle planifiait, et n'en parlait à personne.